Bonsoir à tous. Donc je vous remercie d'avoir fait le déplacement, d'être venu nous retrouver ce soir pour cette conférence du cycle des conférences proposées par la Maison de l'Architecture à la BFM. Donc ce soir, nous accueillons Gilles Rago, que vous avez déjà découvert lors de notre précédent rendez-vous, et qui ce soir va nous présenter donc l'architecture art déco, courant de la modernité des années 20 et 30, et va nous présenter donc cette architecture depuis ses sources, on va dire, viennoises, jusqu'à sa disparition à la Seconde Guerre mondiale. Merci à tous et je vous souhaite une bonne conférence. Merci beaucoup. Je voudrais remercier aussi la Maison de l'Architecture et la Bibliothèque francophone multimédia de m'avoir invité, et puis aussi la SNCF d'avoir été ponctuelle cette semaine. Voilà, c'est quand même beaucoup plus confortable d'arriver avec 2 heures d'avance plutôt que de courir. Et j'ai sous-titré ma conférence « Modernité dominante de l'entre-deux-guerres » parce que lorsqu'on parle d'architecture moderne entre les deux guerres, généralement, on ne pense qu'à cela, c'est-à-dire à l'architecture moderne, mais puriste, celle que Le Corbusier, que Walter Gropius, que Mies van der Rohe, qu'Alvar Aalto, Oud, etc. représentent. Une architecture qui rompt véritablement, complètement avec les codes qui sont ceux de l'académisme, qui sont ceux d'un enseignement beaux-arts qui est encore très très présent pendant toute la première moitié du XXe siècle. Mais il existe justement une autre forme de modernité. Et cette modernité, c'est celle qu'on a appelée architecture art déco. Alors ce n'est pas une expression de l'entre-deux-guerres, on n'utilise pas cette expression entre les deux guerres. Entre les deux guerres, cette architecture, on l'appelle architecture moderne, tout simplement. Le terme d'architecture art déco n'apparaît que dans les années 1960, lorsque les premiers historiens, qui sont d'ailleurs plutôt des historiennes, c'est Madame Brunhammer notamment, commencent à travailler sur cette période, commencent à travailler sur cette architecture, et elle-même et ceux qui travaillent à cette époque-là sur l'architecture de l'entre-deux-guerres ne pensent pas appeler ça de l'architecture moderne. Pourquoi ? Parce que justement, on est en train de faire une histoire de l'architecture moderne, et ça durera tout le XXe siècle. La position a un peu changé depuis 20-25 ans. Une architecture moderne exclusivement tournée autour de cette architecture-là, une architecture très radicale, très puriste. Il y a une sorte de discours un peu héroïque comme ça qui est dressé et qui exclut au fond toute autre forme de créativité, de modernité que celle portée par ces tenants d'une architecture moderne extrêmement radicale. Donc c'est une architecture qui a été généralement plutôt méprisée, et lorsque elle est revalorisée dans les années 60, on va quand même constamment la définir par rapport à l'architecture moderne de Le Corbusier et des autres puristes. Donc on va parler d'une modernité assagie, une modernité tempérée, ou bien on emploie aussi l'expression d'une modernité raisonnable, comme s'il y avait une modernité qui ne l'était pas. Une modernité de bonne aloi aussi, là encore, comme s'il y avait une architecture moderne plus radicale qui ne serait pas de bonne aloi. Et même les Belges, où en Belgique, il y a beaucoup d'architecture art déco, notamment à Bruxelles, parlent d'une maladie infantile de la modernité, comme si c'était une sorte de mal nécessaire par lequel il fallait passer avant d'atteindre la maturité, celle donc d'une architecture moderne beaucoup plus radicale, qui trancherait beaucoup plus avec l'enseignement classique et académique. Donc c'est important d'essayer de revenir à ce qu'est vraiment l'architecture art déco et essayer de la définir. Alors évidemment, c'est très utile, c'est très pratique, et c'est ce que je vais faire aussi, de la définir par rapport à l'architecture moderne, puriste, radicale. Mais il faut quand même essayer de la définir pour ce qu'elle est elle-même, et pas uniquement par rapport à cette modernité plus stricte. Alors, il y a aussi un certain nombre de clichés à démonter sur l'architecture art déco. Et il y en a deux essentiellement. Le premier, c'est que l'architecture art déco connaîtrait son apogée en 1925 avec l'exposition des arts décoratifs. Donc on confond d'ailleurs un peu souvent cette idée de l'exposition des arts décoratifs et de l'expression architecture art déco. Et d'autre part, le deuxième cliché, c'est que ce serait une architecture qui serait fondamentalement française et qu'on aurait joué un rôle majeur dans l'émergence de cette architecture.
Alors, il faut relativiser ces deux points-là. Le premier, sur l'aspect chronologique, c'est vrai que l'exposition de Paris 1925 est un moment important, mais pour autant, ce n'est pas l'apogée forcément de l'architecture art déco. Et après 1925, on va continuer à avoir une architecture art déco, largement jusqu'en 1939. Et même après la guerre, l'architecture art déco disparaît après la guerre, je reviendrai dessus pour l'expliquer. Mais après la guerre, on va même trouver dans la dernière partie des années 40, après la libération, entre 45 et 50, on peut trouver encore quelques traces d'architecture art déco. Ils sont très rares, mais il y en a encore un peu. Et si on essaie de reprendre aussi ce qui était le début de l'architecture art déco, donc 1918, oui, probablement, mais c'est ce que je montrerai aussi à la fin, on peut chercher des antériorités bien avant, et notamment, ça a été évoqué, du côté de Vienne, du côté de la sécession viennoise, donc là, au tournant du 19e et du 20e siècle. Donc il y a certainement un art déco qui précède la guerre de 1914, mais il faut le chercher justement ailleurs qu'en France. Et j'essaierai d'expliquer pourquoi la France peut-être joue un rôle particulier, mais pas le rôle exclusif. Il y a eu en 2014, peut-être vous l'aviez visité, une très très belle exposition à Paris, à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, sur l'architecture art déco. Et c'est une exposition qui était vraiment très belle, avec beaucoup de documents de grande qualité, des objets aussi, des meubles de grande qualité. Mais malheureusement, c'était toujours cette thèse selon laquelle voilà, c'est spécifiquement français, c'est surtout français, et que 1925 serait l'apogée. De ce point de vue-là, l'exposition était ratée de mon point de vue, alors que sur le contenu, il y avait des documents extrêmement intéressants. Alors, cette architecture art déco, on la voit déjà en 1925. C'est vrai qu'il y a beaucoup, et presque exclusivement, des bâtiments qui relèvent de cette écriture art déco lors de cette exposition de 1925. Donc on peut déjà en voir un peu les caractères, à savoir une certaine épuration des formes, une certaine géométrisation des formes, mais en même temps une lourdeur, une épaisseur. Dans l'architecture moderne puriste, celle d'un Le Corbusier, il y a non seulement une simplification des formes, une purification des formes, mais en même temps une recherche d'une certaine légèreté qui va se traduire notamment par la suppression du toit en pente qui allège considérablement la silhouette du bâtiment, par le fait de surélever le bâtiment sur des pilotis, ça donne une impression que la masse est beaucoup moins importante, par également la part importante qui est accordée au verre. L'architecture art déco reste très massive, très minérale, et on va le voir aussi très très décoré. Et là, le pavillon des magasins Primavera, qui avait été réalisé par l'architecte Henri Sauvage, illustre bien cette tendance à une certaine épaisseur, à une certaine lourdeur, à une façon aussi de souligner les volumes par une modénature toujours assez importante. La modénature étant non pas un décor, mais des éléments de bandeaux verticaux, de bandeaux horizontaux, qui viennent donner un relief, qui viennent donner un modelé aux façades. Là, c'est par exemple toutes les stries qu'il y a dans les panneaux qui constituent la façade. Alors, l'architecture art déco, on en trouve beaucoup en France pendant tout l'entre-deux-guerres, mais on en trouve également dans le monde entier. Alors, pas forcément toujours aux mêmes périodes, mais on va en trouver par exemple énormément à Casablanca. Casablanca est une ville d'une très grande richesse sur le plan du patrimoine art déco, avec justement en ce moment les Marocains qui se posent beaucoup de questions autour de ce patrimoine. Est-ce qu'il faut le valoriser parce que c'est le patrimoine des colons, des anciens colons, ou bien est-ce que justement ça fait partie intégralement de leur patrimoine national? Et je pense que c'est tout à fait le cas. Ça a été une période importante et les Marocains ont joué un rôle important aussi dans la construction de cet art déco. Mais effectivement, on peut dire, certes, c'est à l'étranger, mais c'est quand même dans une colonie française où des architectes français, beaucoup d'architectes italiens aussi, ont joué un rôle important. Donc, on peut le considérer au fond comme une architecture d'importation. On en trouve également beaucoup au Vietnam, dans toute l'Indochine, dans toute l'ex-Indochine. Là encore, on peut objecter qu'il s'agit d'une architecture importée par les Français pendant la période de colonisation. Et on trouve dans ce bâtiment de cet Institut Pasteur à Dalat beaucoup de caractères de ce qu'est l'architecture art déco, à la fois ce côté massif, souvent une construction pyramidale ou en gradin. On voit
un étagement progressif de la façade, le respect de la symétrie qu'on n'abandonne pas. Donc, ce qu'on va trouver souvent dans l'architecture art déco, alors l'architecture art déco, elle est comme cette architecture moderne puriste, elle se place en rupture par rapport à l'enseignement des beaux-arts, mais pas aussi fortement. Et notamment au niveau de la composition, de la manière donc d'organiser les masses, d'organiser les lignes, la règle de la symétrie, qui est une règle quasi absolue dans l'enseignement beaux-arts, est respectée dans l'architecture art déco. Mais ce qu'on peut voir aussi, qui est très art déco ici, c'est voilà, ces corniches qui viennent souligner les différents volumes qui composent le bâtiment. Ce sont ces méplats ici qui permettent de passer du nu de la façade à la porte elle-même. Il n'y a pas un passage, il n'y a pas une coupure brutale, il y a deux méplats qui permettent d'aller progressivement vers la façade, vers la porte, pardon. Donc, il y a ces éléments-là qu'on retrouve qui sont assez caractéristiques de l'architecture art déco. On va trouver de l'art déco dès la fin des années 20 et jusqu'à la fin des années 30 et de manière extrêmement abondante aux États-Unis. Et là, ce n'est pas une colonie française. Donc on en trouve aussi bien sur la côte ouest que sur la côte est, là à Los Angeles, mais on va en trouver également à Miami. À Los Angeles, l'art déco va se matiner de références locales, de références hispaniques. On va voir partout où l'art déco s'installe une capacité des architectes et des décorateurs qui travaillent avec eux à reprendre les motifs art déco, par exemple ceux qui sont en France, mais à les transformer, à les adapter, à insuffler dedans des références qui sont des références locales. On en trouve donc aussi à Miami, de l'autre côté des États-Unis, et là un art déco incroyablement inventif, très, très, très joyeux, très, très chatoyant. L'art déco va, par rapport à l'architecture moderne puriste, se caractériser par une propension à des formes beaucoup plus variées, d'une part, beaucoup plus de fantaisie, une part aussi plus importante accordée à la couleur, et on le voit un tout petit peu ici, également la conservation quand même du décor. Hein. L'architecture moderne puriste a condamné le décor, hein, les maisons de Le Corbusier, de Mies van der Rohe, de Gropius n'ont pas de décor. Adolf Loos, l'architecte autrichien, en 1908, a condamné le décor dans un texte célèbre qui s'appelle Ornement et crime. Là, ce n'est pas du tout le cas. On trouve encore du décor et on trouve, commun à tous ces différentes arts déco, des formes géométriques, mais cette façon de les souligner. Il y a un caractère très graphique dans l'architecture art déco. Vous voyez, les lignes verticales sont soulignées, les lignes horizontales sont soulignées. La couleur va venir aussi accentuer ce caractère extrêmement graphique. Les couleurs à Miami, par contre, il faut s'en méfier parce qu'il y en avait, mais les habitants de Miami et les architectes de Miami ont tendance à restaurer l'art déco en y rajoutant parfois plus de couleurs même qu'il y en avait auparavant. Il n'y a pas forcément toujours une très grande rigueur. On va trouver beaucoup d'art déco en Nouvelle-Zélande. Enfin, quand je dis beaucoup, c'est dans une ville en particulier, la ville de Napier, qui est une ville qui est presque une ville nouvelle dans les années 30 et qui est presque exclusivement construite avec des bâtiments dans une écriture art déco, à tel point que la ville de Napier a déposé un projet auprès de l'UNESCO pour peut-être un jour faire une demande de labellisation patrimoine mondial sur ce thème de l'art déco. Parce que c'est une des rares villes dans le monde où on trouve autant d'art déco, une ville qui a une homogénéité art déco. On en trouve évidemment en Belgique, où malheureusement beaucoup ont disparu. À Bruxelles, il y avait un art nouveau et un art déco extrêmement important. La construction des bâtiments pour les institutions européennes a généré une spéculation immobilière dans les années 60, 70, 80 absolument dramatique, qui fait que beaucoup d'hôtels particuliers, de bâtiments, d'hôtels, etc., qui étaient art déco ont été rasés. Mais il en reste encore de très très beaux exemples, comme ici la piscine qui est dans le sous-sol d'un palace et qui est due à l'architecte Michel Pollack. Et on y retrouve les mêmes caractères, à savoir une certaine géométrisation des formes, comme l'architecture moderne puriste, mais la présence du décor, l'utilisation décorative de la couleur,
pas uniquement la couleur pour construire la profondeur de l'espace. Et puis, parfois certains liens avec le passé encore. Il n'y a pas une rupture brutale avec le passé, comme le proposent Gropius ou Mies van der Rohe. On voit encore des colonnes, on peut voir des motifs empruntés aux motifs traditionnels de l'architecture grecque ou de l'architecture romaine qui ont été véhiculés pendant toute la Renaissance et la période classique. Donc, de l'art déco, on va en trouver un peu partout. Je pourrais montrer encore d'autres exemples. Il y en a en Éthiopie. Il y a même une ville qui a été en partie inscrite, labellisée patrimoine mondial sur un patrimoine art déco que les Italiens ont laissé sur place. Je me souviens, j'ai fait un bref voyage au Japon, 48 heures. C'est une erreur de faire passer 48 heures au Japon. Mais j'ai eu la possibilité d'y voir de l'architecture art déco. Il y en a aussi un peu là-bas. Donc, c'est un phénomène très international. L'architecture moderne puriste a été qualifiée de style international. On pourrait prendre la même expression pour qualifier l'architecture art déco. Elle a cette dimension internationale. Alors, la deuxième caractéristique, c'est un art très complet. C'est-à-dire qu'il y a une architecture art déco, mais il y a aussi toutes les formes d'expression artistique qui sont touchées par cette veine art déco. C'est le cas, par exemple, de la céramique. Là, c'est un très bel immeuble qui se trouve à Angers, qu'on appelle la Maison Bleue, qui est entièrement recouvert de céramique faite par un grand céramiste qui s'appelle Odorico. Et donc, toute la façade en est couverte avec des motifs de fleurs, avec des motifs de guirlandes. Et on a donc un emploi massif de la céramique. Et aussi, sur ce bâtiment, ce qu'on peut remarquer, c'est un autre motif récurrent dans l'architecture art déco, c'est ce motif de petites colonnettes tronquées, comme si on avait utilisé, et c'est sûrement d'ailleurs souvent le cas, en fond de coffrage de béton, de la tôle ondulée ou une sorte de tôle ondulée. Et donc, on moule comme ça ces éléments collés les uns aux autres, ces espèces de faisceaux. Ça, c'est quelque chose qui revient très, très souvent dans l'architecture art déco et que vous ne trouverez absolument jamais dans l'architecture moderne puriste. Là, l'architecture, le décor d'Odorico est absolument remarquable. Et Isidore Odorico a travaillé un peu partout en France, pas uniquement dans la région d'Angers, mais on retrouve sa production sur des maisons en Bretagne, par exemple, avec maisons en Bretagne, mais qui ne sont pas forcément, d'ailleurs, je ne sais pas si j'en ai mis une, je ne le vois pas apparaître, si, c'est la suivante. Voilà une maison en Bretagne qui est ornée de mosaïques de Dorico, mais qui n'est pas complètement un bâtiment art déco. On a plutôt là un bâtiment qui se veut régionaliste. Alors d'ailleurs, quelle région est vraiment convoquée, hein, dans l'expression régionaliste, souvent les architectes vont chercher les expressions régionales qui ne sont pas de la région. Est-ce que cette architecture est vraiment bretonne? C'est pas tout à fait certain. Mais sur cette architecture régionaliste, on peut trouver des motifs art déco. Et ça va être une autre caractéristique de l'architecture art déco, c'est qu'au fond, l'architecture art déco couvre un spectre très très large, qui d'un côté flirte avec l'architecture classique et de l'autre côté flirte avec l'architecture moderne la plus radicale. Et même éventuellement avec le régionalisme. Là, un autre type de décor art déco qui se trouve ici à Limoges, où il y a quelques exemples remarquables, notamment donc le pavillon verdurier, mais aussi certains éléments de la gare de Limoges. La gare de Limoges, on ne peut pas la considérer comme une œuvre art déco. Elle date de la période art déco, mais pour autant, c'est un bâtiment très, très éclectique, avec des références classiques, avec des références très académiques, et puis certains éléments de décor art déco. Donc, de la céramique, on va trouver aussi tout un mobilier art déco. Il y a des ensembliers, c'est-à-dire des artistes qui conçoivent des intérieurs complets, donc qui conçoivent à la fois les teintures murales, le dessin de l'intérieur des pièces, mais aussi tout le mobilier qui va avec. C'est le cas de Pierre Charot, qui est un architecte et un décorateur en même temps majeur. Par exemple, c'est quelqu'un qui a fait, je ne sais pas si vous la connaissez, la Maison de Verre à Paris, la maison du docteur d'Alsace, qui est une œuvre profondément radicale, mais en même temps, c'est un
un ensemblier, un créateur de mobilier art déco. Et dans ce mobilier art déco, on ne dédaigne pas d'aller puiser certaines sources dans les styles Louis XVI, Louis XV, mais redessinés, simplifiés. Et ce sont des meubles généralement, là encore, assez massifs, avec du décor, et souvent qui utilisent d'ailleurs aussi des matériaux précieux. Hein. L'architecture art déco et le mobilier art déco s'adresse souvent à une catégorie aisée de la population. Voilà un meuble qui était présenté justement dans l'exposition qui a eu lieu en 2014 à Paris, dont je parlais. C'est un meuble de Ruhlmann, qui est vraiment un très grand nom. Charot, Ruhlmann, Herbst ou d'autres sont des décorateurs aujourd'hui dont les meubles se vendent très très cher en salle des ventes. Et là, c'est un meuble magnifique qui est fait en loupe d'orme. Et alors, j'avais recopié le cartel qui était à côté, voilà, qui disait « Marqueterie de loupe d'amboine vernie et ivoire sur bâti de chêne et tulipier, bronze argenté ». Ça fait un peu plat nouvelle cuisine, hein, avec son coulis et son mesclum, etc. Enfin, on en a 2 lignes avant de manger quelque chose en fait assez réduit dans l'assiette. Mais en tout cas, ce sont des meubles d'une très très grande qualité. Il y a un savoir-faire traditionnel qui est perpétué. Dans le domaine du mobilier, ce ne sont pas des meubles qui viennent en rupture totale, là aussi, avec le mobilier traditionnel. On va retrouver le même usage du bois, des matériaux qu'on utilise d'habitude, alors que dans le même temps, il y a un certain nombre de décorateurs ou d'architectes en sablier. Je pense notamment à cette femme de très grand talent qui était Charlotte Perriand, qui invente un autre type de mobilier à base de tubes de métal, à base de toiles de cuir, avec donc là aussi une épuration des formes tout à fait nouvelle. On n'est pas du tout dans ce registre-là non plus dans le cadre du mobilier art déco. Alors, il n'y a pas qu'un mobilier art déco prestigieux, il y a eu un mobilier art déco bon marché, fait en série à Paris notamment, où il y avait énormément d'ateliers dans le 11e arrondissement qui produisaient à la chaîne pratiquement du mobilier art déco qu'on trouve assez facilement dans les salles des ventes ou sur eBay à des prix assez bas. Là encore, c'est un mobilier assez lourd. Et vous voyez, on retrouve là pratiquement un peu ce motif de la petite colonnette. En tout cas, ce n'est pas exactement ça, mais cette ondulation est quelque chose qu'on retrouve très souvent dans cette architecture art déco. Alors, il y a des tas de meubles. Là. Tous les meubles sont touchés par l'art déco. Là, c'est un paravent qui était sur un paquebot à une époque et qui est un paravent avec, on le voit, un dessin beaucoup plus géométrisé. C'est-à-dire que dans ce qui est de l'architecture puriste, il n'y a pas à hésiter, il n'y a pas de décor. Donc il y a une certaine unité qui vient de l'absence totale de décor et qui vient de l'emploi de formes géométriques très rigoureuses. Dans l'architecture art déco, comme j'ai dit, il y a cette possibilité quand même de varier énormément. Le décor qu'on a là n'a pas grand-chose à voir avec le décor de la petite table que j'ai montré auparavant. Là, on est dans quelque chose de très géométrique, de très abstrait aussi. Il y a de la ferronnerie art déco. Là, c'est juste un exemple qui était présenté justement dans l'exposition de 2014, mais on en trouve sur beaucoup de maisons, beaucoup d'immeubles un peu partout. Il y a également des maîtres verriers art déco. Là, je reprends à nouveau un exemple à dessin ici à Limoges avec les très belles verreries qu'il y a dans la gare, mais on va en trouver un peu partout en France, des maîtres verriers qui travaillent de cette façon-là. Il y a une peinture art déco. Alors, on peut rattacher Robert et Sonia Delaunay à cette tendance pour certains de ces tableaux. Ce n'est pas toute leur œuvre qu'on peut qualifier d'art déco, mais dans la conservation du motif, en même temps dans la schématisation des motifs. Là, on reconnaît un avion, on reconnaît certains éléments, mais il y a une façon quand même de schématiser, de tendre vers une certaine forme d'abstraction. On a cet aspect art déco dans cette peinture. Mais peut-être la peintre art déco par excellence, c'est Tamara de Lempicka, qui
fait beaucoup de portraits, notamment. Ici, c'est un autoportrait, jeune fille en vert, avec un érotisme un peu froid, et qui procède beaucoup par aplat et par éléments de simplification formelle aussi, comme on retrouve dans le décor de l'architecture à cette époque-là. Et Tamara de Lempicka fréquente tout un milieu composé d'artistes, de décorateurs, d'architectes, que l'on peut rattacher justement à l'Art déco. Elle sera un peu considérée comme la muse aussi de cette génération d'artistes des années 20 et 30. Alors il y a une sculpture Art déco aussi. Le grand sculpteur Pompon en fait partie. Il y a un côté très figuratif dans son ours, assez célèbre, mais en même temps, il y a une façon de réduire les formes à des éléments essentiels, à schématiser, à simplifier là aussi les formes pour obtenir cette expression extrêmement forte. À côté de Pompon, on en trouve d'autres, et notamment les frères Jeanne et Joël Martel, deux frères jumeaux qui naissent en même temps. Ça, c'est pour les frères jumeaux, c'est courant, mais qui vont mourir à 1 mois d'écart. C'est assez incroyable. Et donc, qui, eux aussi, dans leur production, procèdent par aplat, procèdent par simplification, par schématisation des formes. On va trouver également un art du jardin, art déco. Il y a un art paysager, art déco. Le célèbre architecte Albert Laprade en fera notamment pour les jardins de Monte-Carlo. Là, on n'est pas à Monte-Carlo, on est à Paris lors de l'exposition de 1925. Et l'architecte Robert Mallet-Stevens va proposer des arbres alors, qui seront qualifiés de cubistes à ce moment-là, mais qui relèvent davantage non pas, enfin peut-être du cubisme dans le côté déconstruction, mais qui relèvent surtout du même esprit qui est celui de l'art déco, à savoir encore une fois cette manière de réduire les formes à quelques éléments très géométrisés, très simplifiés. Et au pied de l'un de ces arbres en béton de Robert Mallet-Stevens, on a deux mannequins qui posent avec des costumes de Sonia Delaunay, qui donc montre qu'il y a aussi une mode art déco. Paul Poiret en a été probablement le plus grand, et lors de l'exposition qui était présentée à Paris en 2014, il y avait un certain nombre de robes de Paul Poiret, mais également de Patou, qui relevaient de cet art déco, accompagnés, puisque souvent ces grands couturiers sont aussi les grands parfumeurs, accompagnés d'un certain nombre de flacons de parfums célèbres qui étaient dessinés aussi dans ce même esprit. Alors, il y a une céramique art déco aussi. On le voit ici dans ses formes et aussi dans les couleurs, dans les motifs qui sont utilisés. Et puis, ça va dans tous les objets usuels. Il y a une vaisselle art déco, mais il y a des bouchons de radiateurs automobiles art déco, absolument magnifiques. On imagine qu'un certain nombre ont dû être volés sur les voitures lorsqu'elles étaient à l'arrêt. Et donc, on voit bien qu'il n'y a pas qu'une architecture art déco, mais ça touche tous les domaines de la création. Alors, on commence à percevoir ce que sont, en fond, les caractères formels de cette architecture. On peut les résumer en reprenant l'image du musée de la mer de Joseph Hiriart à Biarritz, dont on voit uniquement une partie. La façade est en fait beaucoup plus étendue, donc ça peut donner une impression un peu fausse, puisque là, on a l'impression d'un pavillon parfaitement symétrique, alors que l'aile se poursuit. Mais c'était quand même un bâtiment qui permet de résumer un peu le propos déjà et de définir un certain nombre de ses caractères. Il y a d'abord cette géométrisation des formes. Alors, les architectes puristes le font aussi. Mais il y a une composition volumétrique. La différence là avec les architectes puristes, c'est qu'on va avoir très souvent non pas la recherche d'une seule forme unique, absolument parfaite, pure, ce que Le Corbusier appelle une haute satisfaction de l'esprit, pouvoir tout comprimer à l'intérieur d'une forme, d'un parallélépipède par exemple, comme sa Villa Stein à Garches, mais plutôt un assemblage de volumes, une composition étagée de volumes, et des volumes qui vont être
très massifs, qui vont être très perceptibles. Il y a un côté très sensuel, je trouve, dans l'architecture art déco. Permanence de la composition classique. Ici, on le voit, en tout cas, tel que la photo est cadrée, une symétrie, alors pas absolue, mais pratiquement. Donc, ce détail de l'entrée, est pratiquement symétrique. On trouvera aussi dans d'autres bâtiments, ce n'est pas le cas là, une propension à garder la notion d'ordonnance verticale, une propension à garder aussi la hiérarchie des niveaux. On ne traite pas tous les niveaux de la même façon. Il y a une manière différenciée de traiter les niveaux, ce qui n'est pas le cas dans l'architecture moderne la plus radicale. On va donc trouver cette permanence de la symétrie, hein, cette règle absolue de l'enseignement Beaux-Arts. Permanence du décor. Alors là, il n'y en a pas énormément. Il y a des exemples, on va en voir, beaucoup plus riches en décor, mais il y a quand même cette pieuvre qui est là pour marquer, je dirais, pour donner le ton de ce qu'est à l'intérieur. C'est un musée de la mer, c'est un très beau musée de la mer d'ailleurs. Si jamais vous allez à Biarritz, si vous ne l'avez pas visité, ça vaut vraiment le coup aussi pour son contenu. Donc là, on a la pieuvre, on a aussi les armes de la ville de Biarritz, on a aussi, pour le titre du musée, une typographie art déco, souvent assez épaisse également. On a la permanence d'un vocabulaire classique. Alors là, où est-il ce vocabulaire classique? On peut le voir notamment dans ces stries verticales ici, qui ne sont pas autre chose qu'une reprise et une simplification des triglyphes qu'on a dans les entablements des temples grecs. Hein, dans les temples grecs, sous la corniche et au-dessus des colonnes, on a donc cette partie horizontale qui est l'entablement et qui est décorée avec une alternance de panneaux sculptés qu'on appelle les métopes, et puis ces éléments striés, verticaux. Il y a déjà ça sur le Parthénon à Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ et même sur des temples plus anciens encore. Et donc là, on retrouve cette idée des triglyphes dans la partie sommitale de la façade, donc dans l'équivalent de l'entablement sur un temple grec. On va avoir des colonnes, on va avoir des chapiteaux encore dans l'architecture art déco, ce qui n'est pas le cas dans l'architecture puriste. Une propension à souligner les volumes, et je pourrais même dire une façon de composer les volumes assez lourde, assez pyramidale. Vous voyez, là, cet étagement, là encore, on pourrait faire entrer la composition de la façade dans un triangle. De même, ici, avec ce fronton, on pourrait le faire entrer dans un triangle, avec cet étagement aussi. Cette façon d'étager les volumes est très caractéristique de l'architecture art déco. Et propension à souligner les volumes aussi, on le voit avec le nombre important de corniches, de bandeaux horizontaux, ces triglyphes verticaux aussi, qui viennent strier et également donner un modelé à la façade. On n'est jamais dans la recherche de la légèreté, de l'immatérialité dans l'architecture art déco. Donc on peut parler d'alourdissement des formes, mais je n'y mets aucun caractère péjoratif. Voilà, c'est un constat. Ce sont des artistes qui jouent avec l'épaisseur, avec la lourdeur, avec la matière, avec l'opacité également. Et souvent avec des matériaux assez nobles. Voilà un autre exemple où on pourrait reprendre toutes ces caractéristiques, on les retrouve. On est à Bayonne, on est encore dans la pointe du sud-ouest. Vous voyez la composition triangulaire, cet étagement des formes, la présence encore d'un décor, ici peut-être un peu plus important, des motifs, des éléments qui relèvent de l'architecture antique et classique. Par exemple, sous la corniche, ce motif de gouttes, mais qui là est un peu monumentalisé, hein, elles sont vraiment très très grosses. L'importance de la modénature avec ces bandeaux horizontaux, mais aussi ces méplats qui font la liaison entre le trottoir et la porte d'entrée. Hein. C'est pas une coupure brutale comme on a presque ici, quoi qu'il y a il y a un petit relief quand même, mais c'est pas une coupure nette pour inscrire la porte. Ça se fait très progressivement. Les colonnes qui viennent encadrer l'entrée, ces espèces de petites consoles avec la boule en béton à côté qui encadre un peu comme des serre-livres. Voilà, c'est des choses qu'on va trouver assez fréquemment dans l'architecture art déco. Et on retrouve encore ce motif-là de vaguelettes, hein, ou de petites colonnes collées les unes aux autres.
c'est quelque chose qu'on va trouver, qu'on a déjà vu et qu'on va retrouver dans d'autres bâtiments art déco. Là, un détail d'un immeuble boulevard des Belges à Lyon. Je ne sais pas qui est l'architecte, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. En tout cas, le bâtiment est daté. Il est daté autour de 1930, véritablement, ne serait-ce que par voilà, ces espèces de boudins verticaux qu'on retrouve en bas également, plus fins, qui viennent souligner l'angle là du bâtiment et qui viennent, je dirais, se composer aussi avec les bandeaux horizontaux. Donc cette propension à souligner de manière importante tous les volumes. Alors je le disais, c'est une architecture art déco, et si vous regardez des publications sur l'art déco, parfois on y met un peu de tout et n'importe quoi. J'ai même vu des publications où on mettait Le Corbusier dans l'art déco. Non, c'est une aberration totale. Il faut souvent faire attention à ne pas plaquer sur une période toute l'architecture et lui mettre la même étiquette. C'est pas parce que des bâtiments ont été faits entre les deux guerres qu'ils sont tous art déco. En ce moment, je travaille sur la reconstruction après la Seconde Guerre mondiale. Tout ne dépend pas de la reconstruction. C'est pas parce qu'on est dans la période de la reconstruction. Il faut faire attention à ce genre de distinguo. Et donc, dans le cas de l'architecture art déco, donc je disais, l'éventail est très large. Ça peut aller de bâtiments comme cette villa Leora à Cibourg, qui est très très proche des canons de l'architecture classique, à la fois dans sa composition parfaitement symétrique, à la fois par la présence de cet avant-corps et même de cet auvent qui dessine une sorte de rotonde qui repose sur 4 colonnes, par l'importance aussi des corniches. On est très proche de canons classiques, mais on le voit bien, c'est épuré, c'est simplifié, et ça ne relève pas ce n'est plus de l'architecture classique. Donc on a d'un côté cet art déco très proche des canons classiques, et on va le voir, des exemples beaucoup plus proches de l'architecture moderne plus radicale. À l'intérieur de cette maison, c'est une maison qui est organisée autour d'un atrium. Elle a presque un plan de villa romaine, ce qu'on ne devine pas de l'extérieur. Et on voit donc déjà dans l'organisation du plan cette référence à un modèle de l'Antiquité romaine, quelque chose qui évidemment n'existe pas dans l'architecture moderne la plus radicale. Et ça va assez loin, parce que ce n'est pas uniquement l'organisation de la maison qui fait référence à cette antiquité, mais c'est ce motif de palmette, par exemple, qu'on trouve déjà dans l'architecture grecque. C'est également les colonnes. Alors certes, c'est pas l'ordre dorique, c'est pas l'ionique, c'est pas le corinthien, mais c'est quand même des colonnes cannelées, et l'esprit général nous emmène vers l'Antiquité. Mais là encore, un langage très simplifié, très épuré. La ferronnerie également s'inscrit dans cette veine art déco. Alors c'est malheureusement une villa qu'on ne peut pas visiter. À une époque, on pouvait la visiter. Et puis, à une époque aussi, les propriétaires faisaient Airbnb. Et donc, pour la modeste somme de 300 € par nuit, on pouvait découvrir l'intérieur. J'ai toujours demandé à mes étudiants de me payer la nuit, mais ils ne se sont pas cotisés. Voilà, à l'autre bout de l'éventail, on va avoir quelque chose comme cette usine à Déol dans l'Indre de Georges Hennequin, qui est très épaisse, qui est très lourde, mais qui n'est pas très loin d'une architecture moderne plus radicale. Il n'y a plus de décor du tout. On met bien en valeur les lignes pures du toit terrasse. Il y a beaucoup de surfaces vitrées, mais entre ces surfaces vitrées, tout est épais, tout est lourd, tout est appuyé. Et là, encore une fois, pour moi, ce n'est pas un défaut. C'est simplement voilà, un constat, c'est quelque chose qui définit l'art déco et qui fait qu'on ne bascule pas complètement dans cette autre forme de modernité. Alors, l'élément qui va souvent distinguer aussi l'architecture art déco de cette autre architecture moderne, c'est la permanence du décor. Je le disais, Adolf Loos a condamné le décor dès 1908, mais c'est une constante chez tous les architectes modernes, se débarrasser du décor qui ne correspondrait plus à la société telle qu'elle s'est développée, une société mécanique, industrialisée. La suppression du décor, c'est aussi pour des raisons hygiénistes.
On est dans un courant hygiéniste où il faut nettoyer pour faire plus propre, pour éviter la propagation des maladies. La suppression du décor, c'est aussi parce que ces architectes modernes radicaux prônent une architecture industrialisée et que c'est plus facile de préfabriquer et d'industrialiser des pièces qui ne sont pas décorées que des pièces qui le sont. Même si aujourd'hui on sait faire en série des pièces richement décorées, c'est moins le cas au début du XXe siècle. Donc pour toutes ces raisons, le décor a été supprimé. Et puis il y avait une autre raison aussi essentielle, c'est que le décor, c'est quelque chose qui souvent est associé à une culture, qui est associé à un lieu. Le décor en Thaïlande n'est pas le même qu'en Bourgogne, qui n'est pas le même qu'au Mexique, qui n'est pas le même qu'en Espagne, etc. Donc le décor est un identifiant. Or, après la Première Guerre mondiale et le choc du nationalisme qu'a représenté la Première Guerre mondiale, les architectes les plus radicaux s'inscrivent dans la recherche d'une architecture universelle, une architecture qui peut parler à tout le monde, qui soit la même pour tout le monde, et aussi pour les riches, et la même pour les riches et pour les pauvres. Tout ça, c'est une utopie, une belle utopie, mais en tout cas, ça explique le rejet du décor. Ce n'est pas du tout le cas chez les architectes art déco. Le décor est très présent, et souvent un décor qui est une reprise, la énième reprise d'un décor qui peut remonter jusqu'à l'Antiquité. On a par exemple la guirlande. La guirlande, on trouve ça sur des temples romains, on trouve ça sur des mausolées romains autour de Rome, sur la Via Appia. Et on va en trouver dans toute l'histoire de l'architecture de la Renaissance et de l'architecture classique. Chaque fois revisité, réinterprété, mais c'est quand même toujours le même motif. Les artistes art déco, là c'est l'architecte Louis Su, réalisent aussi, reprennent ce motif de la guirlande, auquel ils ajoutent un nid où il y a deux colombes qui, comme le dit Le Corbusier, se baisent et s'entrebaisent, parce que ça lui donne des boutons de voir ces motifs-là. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que quelqu'un a une réponse, pourquoi la colombe devient un motif aussi important de l'art déco. Quelqu'un m'a avancé l'hypothèse que c'était pour célébrer la paix après la guerre de 14 et que donc c'est un motif qui reviendrait. Je ne sais pas. En tout cas, je n'ai jamais trouvé une justification au nombre très important de colombes qu'on trouve. Vous voyez, on la retrouve ici sur cette pendule. Il y a une colombe ici qui est en train de roucouler avec une deuxième colombe de l'autre côté. On en retrouve dans cette très belle salle de bain art déco qui se trouve à Bordeaux, dans l'hôtel Frugès. On peut la visiter de temps en temps lors des journées du patrimoine. Et sur l'évier, il y a une protection de l'évier sur laquelle est posé ce motif, cette sculpture de deux colombes qui roucoulent. Et à chaque fois, ça me fait drôle parce que Henri Frugès, donc le propriétaire de cet hôtel particulier, construit entre les années 10 et les années 20, c'est celui qui a été le commanditaire de Le Corbusier pour faire une cité de logement à Pessac, qui est une cité exemplaire de l'architecture moderne la plus radicale, que d'ailleurs on a fait inscrire patrimoine mondial récemment. Et je me dis toujours que voilà, Frugès a certainement invité son architecte avec lequel il avait beaucoup de relations. Ils étaient très proches. Il l'a certainement invité à déjeuner ou à dîner un jour. Et en bon Suisse, il a voulu se laver les mains. Donc, Frugès lui a indiqué la salle de bain. Et j'imagine Le Corbusier rentrant dans cette salle de bain avec ses colombes devant lui. Ça a dû être un choc. Mais bon, ils ont quand même continué à travailler. Voilà, c'est vraiment une salle de bain absolument extraordinaire. Certainement une des plus belles salles de bain art déco qu'il y a en France et peut-être même au-delà de la France. Alors, motifs qu'on va retrouver sur les façades, hein, beaucoup de motifs art déco. Alors, on a déjà vu là ces espèces de colonnettes collées les unes aux autres. Il y a aussi ce motif de gouttes, très très simplifié, des motifs de fleurs, la rose notamment, schématisée. Là, c'est des détails de maisons qui se trouvent à Bordeaux, où il y a beaucoup de maisons art déco des années 20 et des années 30. Et il y a eu une étude faite sur l'architecture entre les deux guerres à Bordeaux, une thèse il y a quelques années. Et la personne qui avait fait cette thèse avait trouvé qu'il y avait, je crois, c'est 3 ou 4 entreprises à Bordeaux entre les deux guerres qui étaient spécialisées dans la production de motifs qu'ensuite les maçons venaient inclure dans la composition des façades. Donc, il y avait une vraie demande et il y avait une forme comme ça de préfabrication pratiquement du décor, des éléments de décor. Un peu comme le phénomène qu'on avait connu à Toulouse au 19e siècle. Les façades en briques sont très décorées et il y avait plusieurs entreprises
qui produisaient des motifs qui ensuite étaient plaqués sur les façades de Toulouse à la fin du 19e siècle. Donc beaucoup de décors. Là, c'est un exemple avec l'Atrium Casino de Dax, qui est un très très bel exemple, classé monument historique. On voit dans le dessin d'Avery, là, un motif de tympan tronqué, tel qu'on en retrouve à la Renaissance italienne, des motifs de masques liés évidemment à la comédie, puisque c'est un théâtre. La façade elle-même, là, qui est vraiment un peu lourde, à la manière de l'Art déco, et à l'intérieur, une salle avec je dirais des motifs absolument partout. Tous les murs sont couverts de motifs et donc illustre bien ce goût pour un décor extrêmement luxuriant, chatoyant et qui est associé à ce qu'on appelle les années folles. Après la Première Guerre mondiale, cette volonté de s'amuser, de respirer après ce choc terrible qu'ont été ces 5 années de guerre, et qui est très bien illustré par le roman et puis après par les 2 versions du film de Gatsby le Magnifique. Donc on a très souvent, et on a tendance, et c'est pas faux, tendance à associer donc cet art déco, les choix qui sont faits, les motifs, le côté luxuriant, très joyeux de cette architecture, à cette volonté de vivre ou de revivre après la Première Guerre mondiale. Probablement, c'est une des raisons, mais ça ne suffit pas quand même à expliquer l'émergence de cette architecture, et qui d'ailleurs, on va le voir, trouve ses sources avant la Première Guerre mondiale. Mais aussi, un des clichés qu'il y a souvent autour de l'architecture art déco, c'est justement de penser que c'est avant tout une architecture qui ne s'est attaquée qu'au programme de plaisir. Les cafés, les restaurants, les cinémas, les théâtres, les dancings, les casinos. Certes, c'est vrai qu'on en trouve beaucoup dans ce type de programme, mais on en trouve aussi dans d'autres programmes. Et cette façon d'avoir toujours voulu réduire l'art déco à ces lieux de plaisir, c'était une façon de dire, au fond, les architectes art déco ne s'attaquent pas à tous les problèmes de la société. En fait, on trouve de l'art déco dans tous les programmes. On en trouve bien sûr dans les lieux de loisirs. Ici, un des derniers grands cinémas art déco qui reste à Paris, celui d'Auguste Buissen, donc le Grand Rex. On retrouve ces mêmes caractéristiques décoratives, en particulier ici, très épaisses, très, très, très lourdes. Et puis à l'intérieur, un décor alors, qui est art déco, mais qui en même temps dépasse l'art déco, puisqu'il y a une fantaisie presque espagnole. Enfin, je ne sais pas, je pense qu'il y a des sources aussi comme ça, exotiques, qui dépassent même la manière de travailler des artistes art déco. On va trouver des lieux de sport aussi. Il y a une piscine remarquable à Bègles, qui a été faite en 1932, qui est un exemple parfait de ce qu'est l'architecture art déco. Et vous voyez notamment ce motif-là de grec, c'est un motif qu'on retrouve très loin dans l'Antiquité gréco-romaine. On va en trouver donc dans d'autres types d'établissements de sport, par exemple le grand stade Gerland à Lyon, avant qu'il soit plutôt massacré au cours des dernières décennies, était un bel exemple d'architecture art déco dû à l'architecte Tony Garnier. Un art déco très proche des modèles romains. Hein. Il y a dans la simplification là, des formes, quelque chose qui relève de la grandeur des grandes constructions romaines, les lieux où on se baigne, les thermes par exemple, ou les grands arcs, les arcs de triomphe, mais simplifiés et en même temps qui restent assez épais. On va trouver de l'art déco dans les programmes commerciaux. C'est normal. Le commerce s'ouvre de toute façon à tous les styles. Hein. Et, très souvent, les commerçants refont leurs façades, leurs intérieurs pour être dans l'air du temps, pour attirer le chaland. Et la Samaritaine n'y échappe pas. Alors, il y a une Samaritaine art nouveau, il y a une Samaritaine art déco aussi, qui a été faite par Henri Sauvage, dont j'ai déjà parlé une fois. Et on voit dans le dessin à la fois cette purification, mais ces motifs quand même très épais, très monumentaux, dans cette clé aussi, ou cette fausse clé,
qui ne joue pas de rôle technique, certainement, et aussi dans la façon d'appuyer tous les volumes, de marquer tous les volumes. On va donc trouver de l'art déco dans les programmes comme ça, festifs, mais aussi dans les programmes beaucoup plus utilitaires. Il y a beaucoup, par exemple, de garages, je n'en ai pas mis en photo, mais des garages automobiles. Il en reste encore beaucoup, même en activité, où ça se manifeste juste par la façade, qui est une façade comme ça, échancrée, à 2 ou 3 niveaux. Voilà, là, on est en plein art déco. Alors, il n'y a pas de décor parce que c'est un bâtiment très utilitaire, mais on est dans cette même veine. Là, c'est un centre de tri postal qui est à Bordeaux, fait par l'architecte Léon Jossely, qui a beaucoup travaillé à Toulouse également, mais qui était un architecte parisien. Donc, c'est un grand bâtiment pour le tri, avec voilà, cette forme géométrique très simple, mais complètement redessinée, appuyée par la corniche, par les petits bandeaux verticaux de céramique, par des profils de poteaux assez épais, et par les motifs là, du sigle des PTT. Tout ça relève de cette écriture art déco. On va trouver des gratte-ciel, évidemment. Aux États-Unis, il y a à New York notamment, énormément de gratte-ciel art déco. Il suffit de revoir les premières minutes du film de Woody Allen, Manhattan. Il a promené sa caméra dans New York et il montre énormément de bâtiments, de gratte-ciel art déco. Il y a également le film dans un autre genre, Godbuster, aussi, où on voit, voilà, il y a une sorte de caricature des bâtiments art déco. Peut-être le plus exemplaire, c'est celui de Van Allen, l'immeuble pour la société Chrysler, avec surtout ce couronnement qui relève de cette écriture art déco. On en trouve également beaucoup au Canada, à Montréal même, mais aussi, et peut-être surtout, il y en a plusieurs, à Québec-Ville, des bâtiments art déco moins sophistiqués, très épais, presque babyloniens. C'est un peu les ziggourats monumentalisés en béton ou en acier, le plus souvent en acier avec un plaquage autour qui masque la structure, mais très épais dans leur ligne et dans leur dessin. On va en trouver également à Paris, avec souvent ce motif très récurrent, alors très proche là aussi de l'architecture moderne la plus puriste, mais ce motif de façade comme ça échancré avec un beau window de plan triangulaire, c'est quelque chose d'ailleurs qu'on trouve beaucoup à Prague, mais avant la Première Guerre mondiale, justement. Hein, je vais y revenir. Donc on en trouve à Paris, on en trouve aussi à Angoulême. Roger Balec, c'est un architecte important entre les deux guerres. Il a beaucoup de commandes, notamment de la ville, et il fait un ensemble de logements sociaux où on a ces colonnes cannelées, enfin en tout cas très légèrement cannelées, une base avec un motif de pierre, un bossage en pointe de diamant, là aussi très tchèque dans l'esprit, et puis ces beaux windows de plan triangulaire. Et puis vous voyez aussi la liaison entre la colonne et le bow window, hein, ce qui va être ce qui pourrait être considéré comme un entablement, mais en trois facettes qui se succèdent. Voilà, c'est le type de liaison qu'on ne trouve absolument pas dans l'architecture puriste, où les choses sont beaucoup plus sèches, beaucoup plus nettes dans le dessin. On va trouver de l'art déco dans les maisons particulières. Il y en a beaucoup, notamment à Bordeaux. Et celle-ci est assez étonnante parce que, en fait, c'est une maison art déco qui a été conçue dans les années 30, mais à cause de la guerre, qui n'a été réalisée que dans les années 50, et qui est un curieux mélange entre art déco, références classiques. Enfin, c'est presque une leçon d'architecture, ce bâtiment. Ça montre en tout cas la pénétration de cet art déco dans tous les domaines de la construction. Et donc, c'est ce qui permet d'affirmer que l'architecture art déco est la modernité dominante de l'entre-deux-guerres. J'aurai l'occasion peut-être, enfin si, c'est même certain, de revenir prochainement pour parler d'un livre que j'ai fait sur l'architecture moderne la plus radicale à Paris. Et on peut estimer que l'architecture moderne la plus radicale à Paris, entre les deux guerres, c'est 1% de la production, pas plus. En revanche, chez l'architecture art déco, je n'ai pas de chiffres, mais on en trouve beaucoup plus. Ça veut dire que entre les deux guerres, lorsque quelqu'un veut se faire construire une maison et être dans l'air du temps, il ne va pas aller voir un Le Corbusier, il ne va pas aller voir un Malestévin, il ne va pas aller voir un Lursa,
il va aller voir un architecte art déco. Parce que aussi, il sait que là, il aura encore des connexions avec la culture dominante, la culture classique, et qu'un jour, s'il veut revendre sa maison, sa maison ne sera pas trop étrange, et donc il pourra la revendre. Donc, entre les deux guerres, lorsqu'on veut s'offrir de la modernité, on passe par l'architecture art déco. Et d'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, c'est une architecture qu'on appelle moderne. Vous voyez, le musée de la mer fait la couverture de la revue La Construction moderne, qui n'était pas si moderne que ça d'ailleurs, cette revue, mais en tout cas, c'est une architecture qui est considérée comme moderne. Et donc, c'est une architecture qui est commanditée par des privés, qui est commanditée par les grands maîtres d'ouvrage publics aussi, des municipalités, des ministères font appel à des architectes art déco. On a vu des bâtiments publics, ce qui n'est pas le cas pour les architectes les plus radicaux. C'est une architecture qui est enseignée à l'école des beaux-arts aussi. On peut trouver dans les archives des architectes qui ont fait l'école des beaux-arts entre les deux guerres des dessins art déco. Vous ne trouverez pas des dessins à la manière de Le Corbusier, parce qu'un élève était sûr, mais sûr à 100%, de se faire refuser son projet s'il imitait Le Corbusier. Alors que s'il imitait l'architecture art déco, ça passait. Il pouvait être noté correctement. Donc, c'est une architecture quand même qui est enseignée. C'est une architecture qu'on trouve moderne, qu'on trouve dans les revues, qu'on trouve abondamment dans les revues. Donc, c'est une architecture très présente. L'autre architecture moderne, elle est une avant-garde radicale. Là, c'est une architecture plutôt reconnue. Alors, pour conclure, d'où vient cette architecture et comment se termine-t-elle? Si on essaie de trouver les origines de l'architecture art déco, je pense qu'il n'y a pas une source, mais probablement plusieurs sources. Et une, c'est probablement l'art nègre, qui connaît un grand succès dans l'entre-deux-guerres, qui est une source d'inspiration pour la peinture, qui est une source d'inspiration pour la sculpture, mais qui peut être aussi une source d'inspiration pour tous les motifs, pour tous les décors art déco. Ça peut être une possibilité, et peut-être un bâtiment comme le musée des arts africains et océaniens d'Albert Laprade, qui est un des plus grands bâtiments art déco qui existent, avec en plus cette frise extraordinaire qui est derrière la colonnade, peut être un de ces éléments de preuve de l'importance de cette source africaine dans l'architecture art déco. Mais profondément, je pense que la vraie source de l'art déco, elle se trouve là, elle se trouve à Vienne au début du XXe siècle, à Vienne où on parle de la sécession viennoise. Le terme sécession est important parce que ça montre que c'est une nouvelle architecture qui naît à ce moment-là, un peu partout en Europe, et qui est en rupture avec l'architecture classique et l'architecture devenue académique. Mais à Vienne, on a un cas un peu particulier. On a d'une part un art nouveau, parce qu'on l'appelle art nouveau justement, parce qu'il semble ne plus faire référence au style du passé. On a un art nouveau très floral, comme on voit ici avec la station Karlsplatz de Otto Wagner, et donc qui ressemble à ce que l'on peut trouver à Paris avec Hector Guimard, qui peut ressembler à ce qu'on trouve également à Bruxelles avec quelqu'un comme Victor Horta, ou d'une certaine façon aussi avec ce qu'on trouve en Catalogne avec Gaudi. Donc il y a cet aspect-là, mais en fait l'art nouveau viennois est beaucoup plus varié que cela. Il y a une tendance plus géométrique aussi, et qui est portée notamment par Wagner lui-même, qu'on va retrouver, mais aussi par certains de ses élèves, comme Joseph Hoffmann, Joseph Olbrich et Gustav Klimt, enfin, qui n'est pas un élève de Wagner, mais qui est un peintre et qui s'inscrit dans ce mouvement, et qui donc va porter une architecture nouvelle, je ne vais pas l'appeler art nouveau, mais nouvelle, avec une autre façon de dessiner. Certes, on a une schématisation des fleurs, notamment du monde végétal, comme dans l'art nouveau qu'on connaît traditionnellement, mais on a aussi des bâtiments qui montrent un côté beaucoup plus sec, beaucoup plus géométrique dans la manière de procéder. Et le pavillon lui-même de la sécession viennoise, là où ils exposaient, illustre déjà un peu cette tendance. Mais c'est peut-être voilà, une affiche de cette sécession. Ils ont beaucoup exposé, tous ces artistes, ensemble. Et vous voyez, dans le dessin qu'on a là,
c'est pas l'Art Nouveau le plus fluide, le plus floral, c'est pas le coup de fouet dont on parle à propos de l'Art Nouveau. C'est pas à propos de l'Art Nouveau à Paris, on parle parfois aussi du style nouille. On n'est pas du tout là dans ces entre-là. On est dans quelque chose de beaucoup plus schématisé. Le motif est encore là. Là, c'est le motif de sapin, simplifié, schématisé. Le fond aussi, qui montre qu'on est dans un autre type de recherche. Otto Wagner, donc, qui signe la station de métro qu'on a vue il y a un instant, signe aussi pratiquement en même temps ce bâtiment qui est grand bâtiment pour la caisse d'épargne de Vienne. Et la façade reste assez académique dans sa composition. Elle est parfaitement symétrique. On a une base traitée avec un bossage de pierre très marqué. Puis ensuite, c'est beaucoup plus plan. Mais on a aussi une ordonnance très verticale. Tout ça renvoie à l'académisme. Mais dans le décor, il y a une sécheresse, il y a une épuration. Il y a aussi ce jeu avec tous ces points qui ponctuent donc la façade. Ce sont des clous en métal qui viennent agrafer un revêtement de pierre sur la structure du bâtiment. Et ça donne ce côté extrêmement géométrique qu'on retrouve aussi à l'intérieur. Voilà comment sont traités les guichets dans la grande salle des guichets de l'intérieur de ce bâtiment. Ces motifs-là sont des motifs art déco. Et pourtant, on est entre 1903 et 1906. Donc, on est presque 20 ans avant cette époque qu'on reconnaît comme art déco. Donc, il se passe quelque chose là qui, à mon avis, est extrêmement importante. On retrouve encore Otto Wagner dans ce bâtiment d'une écluse, toujours à Vienne, bâtiment qui, on le voit, a une composition très, très pyramidale, comme ça aussi, et où le motif est d'un motif extrêmement schématisé. Le motif décoratif, c'est l'ondulation de l'eau, mais justement, on n'est pas un architecte art nouveau, je dirais, qui répond à cette définition de l'art nouveau, aurait fait quelque chose de très ondulant, comme ça, très souple. Là, c'est plutôt des droites, plutôt une séquence de droites. Donc, on a une autre approche. Et Vienne, c'est pas n'importe quoi. Vienne, c'est pas par rapport à aujourd'hui. Vienne, c'est la capitale d'un pays qui, en nombre d'habitants et en surface, est à peu près comparable à la Nouvelle-Aquitaine. Mais Vienne, à cette époque-là, avant la Première Guerre mondiale, c'est l'une des capitales d'un empire, l'Empire austro-hongrois. Donc, ce qui se passe à Vienne a un impact sur tout l'Empire austro-hongrois et même au-delà, parce que c'est un empire très fort qui a le moyen de diffuser sa culture. Et donc, en fait, on va retrouver cette approche-là dans les trois grandes capitales de l'Empire viennois, de l'Empire austro-hongrois, pardon. On en retrouve ici à Budapest, avec ce bâtiment de jouets qui est voilà, il est en travaux, je dirais, il n'est pas en très bon état, mais il témoigne encore. On est en 1909 d'un bâtiment, vous le transportez à Paris entre les deux guerres, ça marche très bien. C'est déjà de l'architecture art déco. C'est pas de l'art nouveau tel qu'on le conçoit habituellement. Et quand on fait référence à Horta, à Guimard ou à d'autres architectes. Le décor lui-même de ce magasin de jouets, dans sa schématisation, renvoie à l'art déco. Si on change de capitale et qu'on va à Prague, on va avoir quelque chose même de spécifique à la Tchéquie, qui est ce que les Tchèques appellent le rondo-cubisme. On n'en trouve que là, avec un travail de la façade découpé en facettes comme ça. Et notamment, on le voit pour les balcons, presque aussi en pointe de diamant. Et là, on va trouver quelque chose qui n'est pas de l'art nouveau, qui pourrait déjà être qualifié d'art déco, qui n'est pas non plus l'architecture moderne la plus radicale. Donc, Prague, Budapest, Vienne sont des espaces de réflexion et de naissance de cette architecture art déco. Voilà une villa à Prague, faite par le même architecte, Chochol. Vous voyez comment sont découpés les différents plans qui constituent la maison. C'est une maison qui a été publiée dans les revues françaises et dont certains architectes art déco, comme Louis Su, se sont ouvertement référencés, ouvertement revendiqués, pardon.
Et donc, cet empire austro-hongrois, à mon avis, a joué un rôle important dans l'émergence, donc dans la naissance de l'Art déco. Et après, comment ça a pu se diffuser? Je pense par différents moyens. Déjà, l'importance économique, politique de Vienne et de Prague et de Budapest. Et puis aussi des voyages. Par exemple, Louis Su, l'architecte dont j'ai déjà un petit peu parlé, qui est l'architecte du grand couturier Paul Poiret, part en voyage avec Paul Poiret. Poiret finance le voyage. Ils vont à Vienne pour aller voir comment travaillent les Viennois, justement, à la fois dans le domaine de la couture, des arts décoratifs et de l'architecture. Et quand ils reviennent en France, Louis Su étudie les salons, donc les workshops non, pas les workshops, non, pas les salons de présentation, pas les workshops, de Paul Poiret. Et il en réalisera d'ailleurs. Ces décors-là seront réalisés et ces décors sont très proches justement de ce qu'on trouve à Vienne. Vienne va diffuser aussi parce que les artistes viennois majeurs vont travailler à l'étranger. C'est le cas d'Olbrich, qui est une des grandes figures viennoises. Il est appelé par l'archiduc de Darmstadt pour créer sur une des collines de Darmstadt une colonie d'artistes. Donc il y a des maisons, là on ne les voit pas, elles sont dans le dos du photographe, des maisons où les artistes sont en résidence. Et donc ils appellent des artistes de toute l'Europe. Et le duc de Darmstadt fait appel à Olbrich également pour réaliser ce bâtiment avec cette tour et qui se termine par les doigts d'une main. Donc c'est en hommage au mariage avec son épouse Mathilde. Donc c'est la Mathildone EE. Et ce bâtiment-là, lui-même, qui date de 1899-1907, est un bâtiment qui déjà a les caractères art déco que j'ai présenté il y a un instant. Et autre élément de pénétration après vers la France, il faut se rappeler que l'Alsace-Lorraine, et en particulier la Lorraine, est occupée par les Allemands pendant de 1870 à 1914. Et donc l'influence allemande et donc l'influence autrichienne est beaucoup plus facile. Et si vous allez à Metz, il y a beaucoup de bâtiments à Metz, des maisons particulières, mais également la gare, qui renvoie déjà à une sorte de pré-art déco, notamment dans le décor, dans les motifs, qui ne sont pas loin de ce qu'on peut trouver ensuite après la guerre. Et puis il y aura un bâtiment aussi qui va faire beaucoup pour la diffusion de l'art déco viennois, c'est le Palais Stoclet à Bruxelles, dû à Hofmann, autre grand maître autrichien, qui fait ce palais à Bruxelles qui est absolument fabuleux, que malheureusement on ne peut absolument pas visiter. C'est toujours dans la famille d'origine, mais en même temps ça garantit son intégrité probablement en partie. C'est un bâtiment où tous les éléments art déco, le côté simplification géométrique, mais cette façon de souligner tous les volumes, vous voyez que toutes les arêtes, tous les bords, les corniches sont soulignés par, on ne voit pas bien ici, on voit peut-être mieux là, voilà, soulignés par des sortes de tresses qui sont totalement art déco. La composition elle-même est déjà art déco. L'intérieur du bâtiment, voilà, des dessins de Hofmann pour l'intérieur, on est vraiment dans le dessin typique de l'architecture art déco de l'après-guerre. Donc ce bâtiment, qui date d'avant-guerre, est déjà un bâtiment art déco. Et à l'intérieur, en plus, Klimt a fait des œuvres pratiquement dans toutes les pièces. On est vraiment dans un bâtiment absolument extraordinaire. Et ce bâtiment va être très largement publié dans la presse architecturale, en France notamment. Ce bâtiment va influencer un certain nombre d'architectes juste après la Première Guerre mondiale. C'est le cas notamment de Malé Stevens, qui deviendra un architecte radical, mais qui a eu une période art déco très très proche de ce que Hofmann fait à Bruxelles. Et ce n'est pas étonnant parce que Robert Malé Stevens est un petit-neveu de M. Stoclet. Et donc il a passé plusieurs fois ses vacances étant enfant dans ce bâtiment et étant jeune homme également. Donc il en a été complètement imprégné. Et voilà quelqu'un qui sert aussi à cette transmission de cette culture viennoise en France. Vous voyez, elle arrive par différents terrains. Et donc je crois véritablement que l'art déco en fait commence 20 ans plus tôt, commence à Vienne et dans tout l'empire austro-hongrois. Et encore cet été, j'ai passé une partie de mes vacances en Croatie, à Zagreb et sur la côte. Et il y a des bâtiments déjà art déco à Zagreb
et qui datent d'avant la Première Guerre mondiale. Donc je pense qu'il faut qu'on révise à la fois notre chronologie de l'Art déco et en même temps qu'on révise notre manière de regarder l'Art nouveau, parce que ce qui se passe à Vienne, ce n'est pas le même Art nouveau justement qui se passe dans les autres capitales. Alors pour finir, pourquoi cette architecture Art déco disparaît après la Seconde Guerre mondiale? Je dirais que peut-être les germes de cette disparition étaient déjà présents dans l'exposition de 1925. Parce que si on regarde à quoi étaient consacrés tous ces pavillons, ils étaient consacrés essentiellement à montrer la production d'objets d'art décoratif en France, les intérieurs français, toute une culture art déco, toute une culture de l'objet essentiellement, et ne s'attaquait pas au fond peut-être à ce qu'était la question numéro un, le problème numéro un de l'entre-deux-guerres, qui était déjà la question du logement. Et le seul pavillon à avoir abordé cette question en 1925, c'est le pavillon de l'Esprit nouveau de Le Corbusier, ce pavillon-là, qui est à échelle 1, la reproduction d'un prototype d'appartement pour un immeuble que Le Corbusier appelle un immeuble villa, c'est-à-dire un immeuble où il y a à la fois des logements en duplex avec un confort moderne et en plus un certain nombre de services mis à disposition de tout le monde, une crèche pour les enfants, une coopérative d'achat, une bibliothèque, une salle de sport, des choses comme ça. Donc il repense complètement à la fois l'appartement, le logement, mais aussi l'immeuble collectif et la manière de vivre dedans. Et ce qui se passe après la Seconde Guerre mondiale, c'est que dans le contexte de la reconstruction, ou plutôt de la destruction de millions de logements en France, la question numéro un, elle est bien là, elle est à loger les gens qui ont perdu leur logement, loger les gens également qui n'ont pas de logement décent. On estime à 13 millions de personnes les gens qui vivent dans des taudis autour du début des années 50. C'est le ministre de la reconstruction de l'époque qui le dit. Donc la question, elle est là. Construire vite, simplement, avec des formes épurées. Et ce que les architectes art déco ont proposé ne semble pas adapté aux yeux des décideurs face à cet enjeu majeur de la reconstruction et de la construction de logements. Et donc, l'architecture art déco, qui en plus coûte plutôt cher, parce qu'il y a des savoir-faire artisanaux souvent coûteux, va s'éteindre à ce moment-là. Et c'est cette architecture moderne la plus radicale, celle qui représentait au fond que 1% de la production entre les deux guerres, qui va s'imposer à son tour pour être l'architecture moderne dominante. Voilà, je vous remercie. Alors, s'il y a des questions, je les prendrai avec plaisir. Oui. Art déco. Alors, c'est une hypothèse qui a été avancée dans les fin des années 70, début des années 80, avec ce qu'on a appelé l'architecture postmoderne, en tout cas les débuts de l'architecture postmoderne. Quand dans les années 70-80, cette architecture moderne qui était devenue dominante, qui a produit les grands ensembles et qui était devenue parfois très monotone, a été contestée, il y a eu à ce moment-là de la part des architectes, le premier réflexe a été un retour vers l'histoire. Donc un retour vers le décor, un retour vers les formes antiques, simplifiées, schématisées. Et donc, on a interprété ça comme un retour d'art déco. C'est possible que l'art déco, à ce moment-là, ait influencé un peu l'architecture fin des années 70, début des années 80. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment une influence de l'architecture art déco. Le décor est revenu un peu dans l'architecture contemporaine, pas complètement, hein, mais il a sa place maintenant. Mais pour autant, ce n'est pas le même type de décor que dans les années 20 et 30. Et puis, le mode de composition des bâtiments ne relève pas quand même de cette architecture-là. Ce n'est pas les mêmes principes. C'est pas il n'y a pas cette façon de souligner les formes. Je pense que c'est mineur. S'il y a, c'est rare et assez négligeable. Est-ce que vous avez d'autres questions?
Bon. Alors, il nous reste à vous remercier, Monsieur Ragon, pour Merci à vous. cette plongée dans le monde de l'art déco. Et donc, nous donnons rendez-vous. Le prochain rendez-vous ne sera pas un mardi, exceptionnellement, ce sera un mercredi 1er décembre. Donc, toujours en partenariat avec la Maison de l'Architecture qui nous propose ce cycle de conférences à la BFM. Et nous allons rester dans la période de l'entre-deux-guerres. Oui. Mais ce coup-ci, nous allons nous tourner vers l'architecture moderne, l'architecture radicale, si je reprends vos Radical, termes. Puriste. On pourrait dire. Puriste, voilà. Donc là, Le le 1%. Corbusier, mais pas que. Voilà. Tout ce dont je n'ai pas parlé aujourd'hui. Exactement, ce qui nous permettra justement de mettre en lumière les deux conférences. Et ce sera l'occasion aussi pour vous de nous présenter votre nouvel ouvrage qui est paru, je crois, le mois dernier. Oui. Et donc, qui Oui, c'est un présente petit livre qui parle de l'architecture moderne à Paris. à Paris. Et je me suis dit que ça pouvait être le support d'une conférence. Mais si vous voulez acheter le livre, faites-le. Hein. J'ai déjà touché mes droits d'auteur, je ne toucherai pas plus. Donc... Voilà, merci à vous. Et puis je vous souhaite une bonne Au revoir. soirée.